Le vent salé de la mer fouettait le visage d'Elisa comme une gifle invisible. Tandis qu'elle fixait l'horizon où le soleil se noyait dans les vagues de la Costa Brava. Tu es morte pour eux, Elisa. Morte sur le papier? Et bientôt pour le monde entier? Murmura Oriane d'une voix brisée. Ses doigts serrant ceux de sa compagne comme pour ancrer son âme au rivage. Dans ce silence chargé de trahison, Elisa sentit son cœur se fissurer. Un cri muet montant de sa gorge, comment des parents pouvaient-ils enterrer leur fille vivante pour un héritage souillé? La terrasse de la petite maison de pêcheur, perchée sur les falaises escarpées de l'Oret de Mar, vibrait d'une tension palpable. Elisa, les yeux rougis par les larmes qu'elle refusait de laisser couler, se tourna vers Oriane. Sa compagne, arrivée de Paris 3 mois plus tôt pour un reportage photo sur les artistes exilés en Espagne, avait été son salut inattendu. Oriane, avec son accent chantant du sud-ouest français et son appareil photo toujours en bandoulière, avait capturé bien plus que des images, elle avait volé le cœur d'Elisa. Ce cœur que la famille de cette dernière avait piétiné sans remords. Tout avait commencé 6 mois auparavant, lors d'une exposition clandestine dans les ruelles labyrinthiques du Barri gothique à Barcelone. Elisa, alors âgée de 28 ans, peignait des toiles imprégnées de la lumière impitoyable de la Catalogne, des nus féminins entrelacés. Des paysages déchirés par des ombres qui évoquaient les luttes intimes des âmes queer dans un pays encore marqué par les cicatrices de Franco. Ses parents, des bourgeois installés à Madrid depuis des décennies, avaient feint l'indifférence pour sa carrière d'artiste. Mais Elisa savait, il haïssait son mode de vie. Cette abomination, qu'était son amour pour les femmes. Et surtout, il convoitait l'héritage de sa grand-mère. Une fortune modeste mais solide issue d'une vignoble familiale en Rioja. Ils l'ont fait. Oriane. Ils ont falsifié les documents. Je suis légalement morte. La voix d'Elisa tremblait, comme les feuilles des oliviers agités par la tramontane. Elle sortit de sa poche froissée une lettre officielle, cachetée du sceau du tribunal de Madrid. Les mots dansaient devant ses yeux, déclaration de décès présumée pour Elisa Vargas y López, née le 15 juin 1997. Motif, disparition prolongée sans trace. Bénéficiaire, parents légaux. Disparition? Elle n'avait fait que s'éloigner d'eux, fuyant leurs sermons homophobes et leurs regards froids lors du dernier Noël familial. Oriane, 30 ans, originaire de Toulouse, posa son appareil sur la table en pierre usée par le sel. Ses yeux bleus, habitués à scruter les âmes à travers l'objectif, se voilèrent d'une colère contenue. Elle avait fui sa propre famille, un père militaire rigide. Une mère effacée pour embrasser la liberté des rues parisiennes, où elle photographiait les manifestations LGBTQ+, et les nuits folles du Marais. Rencontrer Elisa avait été comme trouver une sœur d'âme. Une amante qui peignait les désirs qu'Oriane immortaliserait en noir et blanc. Viens ici, ma chérie. Ils ne te voleront pas ton âme. Seulement de l'argent sale. Elles s'assirent sur le banc de bois, face à la mer qui murmurait des secrets anciens. Elisa raconta tout, les mots jaillissant comme une confession tardive. Son grand-père, mort l'année précédente, lui avait légué la maison de Lóret et une partie des vignes, un geste de rébellion contre son fils aîné. Le père d'Elisa, qu'il jugeait trop cupide. Mais les parents, sentant la menace, avaient ourdi ce complot odieux, engagé un détective privé pour prouver sa disparition, corrompre un notaire complice, et ainsi s'approprier l'héritage. Elisa avait reçu la lettre par un courrier anonyme, glissé sous la porte de son atelier à Barcelone. Il pensait que je ne le saurais jamais. Que je croupirais dans l'ombre. Oubliée. Oriane l'attira contre elle.
leurs corps se moulant l'un à l'autre avec une familiarité née de nuits passionnées sous les étoiles catalanes. Nous irons à Madrid. Nous combattrons ça. Tu n'es pas seule, Elisa. Mais au fond d'elle, Oriane sentait une peur sournoise, et si cette bataille les détruisait? Leur amour, si neuf et si intense, résisterait-il à la tempête familiale? Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume d'angoisse. Elisa, d'ordinaire si vive dans ses coups de pinceau, fixait ses toiles inachevées. Ses portraits de femmes inspirés d'Oriane, avec ses courbes athlétiques et son sourire espiègle semblaient la narguer, figée dans une éternité qu'elle craignait de perdre. Oriane, quant à elle, arpentait les falaises avec son appareil, capturant les vagues furieuses comme un présage. Elle envoya des photos à ses contacts à Paris, des avocats spécialisés en droit LGBTQ+, des journalistes d'investigation. C'est plus qu'une arnaque familiale, Elisa. C'est une violence systémique contre nous, les femmes qui aiment les femmes. Un soir, alors que la lune argentait la mer, elles firent l'amour sur la terrasse, leurs corps enlacés dans une danse désespérée. Les mains d'Oriane exploraient les courbes d'Elisa avec une tendresse infinie, effaçant les ombres du passé. « Je t'aime », murmura Elisa contre sa peau. « Tu es ma vie, ma renaissance. » Oriane, les larmes aux yeux, répondit par un baiser qui scellait un pacte silencieux. Ensemble, elles affronteraient l'enfer madrilène. Le voyage vers Madrid fut un calvaire. Le train avait filé à travers les plaines arides de Castille, mais Elisa se sentait piégée dans un cauchemar. Oriane, assise à ses côtés, serrait sa main, son pouce traçant des cercles apaisants. « Souviens-toi de notre première nuit, à Barcelone. Tu m'as dit que l'art était immortel. Toi aussi. Tu le es. » Elisa sourit faiblement, se rappelant cette soirée pluvieuse dans un bar lesbien du Raval, où leurs regards s'étaient croisés au-dessus d'un verre de vermouth. Oriane, fraîchement arrivée pour son reportage, avait complimenté une toile d'Elisa exposée au mur. De là était née une étincelle, vite devenue brasier. À Madrid, la chaleur étouffante de l'été espagnol les enveloppa comme un linceul. Elles descendirent à l'appartement exigu d'une amie d'Oriane, une avocate catalane nommée Sofia, qui les attendait avec un café noir et des dossiers empilés. « C'est grave, Elisa. Vos parents ont utilisé une faille légale rare, la présomption de mort après 7 ans d'absence. Mais vous n'avez disparu que 2 ans. Ils ont menti. Falsifié des preuves. Nous pouvons contester. Mais il faudra du temps. Et des preuves. » Elisa sentit son estomac se nouer. Contester signifiait affronter ses parents, ces fantômes qu'elle avait fuis. Son père, un banquier aux manières froides, et sa mère, une femme effacée qui avait toujours fermé les yeux sur les abus. Ils me haïssaient pour qui j'étais. Pour toi, Oriane. Quand je leur ai annoncé notre relation, ils m'ont traité de perverse. Oriane, le cœur serré, l'embrassa sur le front. Ils haïssent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous nous comprenons. Les audiences commencèrent dans une salle aux murs jaunis du Palacio de Justicia. Elisa, vêtue d'une jupe noire sobre, se tenait droite, mais ses mains tremblaient. Ses parents étaient là. Assis de l'autre côté de la barre, son père, la soixantaine grisonnante, regard impénétrable, sa mère, les yeux baissés, triturant un mouchoir. Quand le juge appela son nom, Elisa sentit le monde basculer.
Elisa Vargas y Lopez? Vous êtes ici pour contester une déclaration de décès. Expliquez-vous. Les mots sortirent en torrent, les lettres non répondues. Les appels ignorés. La vie qu'elle s'était construite loin d'eux. Oriane, en témoin, décrivit leur amour avec une passion qui fit rougir le greffier. Elisa est vivante. Vibrante. Elle crée. Elle aime. Déclarer quelqu'un mort pour de l'argent, c'est un meurtre moral. Le juge hocha la tête. Mais l'affaire s'annonçait longue. Les parents contre-attaquèrent avec des avocats grassement payés, accusant Elisa d'être une fugueuse irresponsable. Au milieu de ce chaos, l'amour d'Elisa et Oriane fleurit comme une rose dans le désert. Les nuits madrilènes, dans l'appartement de Sofia, étaient des havres de tendresse. Oriane photographiait Elisa endormie, capturant sa vulnérabilité comme une œuvre d'art. Tu es ma muse, ma force, chuchotait-elle. Elisa, en retour, peignait des portraits d'Oriane sous la lumière crue des néons, une femme forte, un pilier dans la tourmente. Pourtant, les fissures apparurent. Elisa, hantée par les regards de ses parents en audience, doutait. Et si je ne valais rien sans cet héritage? Si je suis vraiment morte pour le monde? Oriane, blessée par ces mots, répondait par des étreintes plus féroces. Mais la graine du doute était semée. Un soir, après une audience particulièrement humiliante où sa mère avait murmuré « C'est ta faute ?» Cette perversion. Elisa s'effondra en sanglots. Oriane la berça. Mais intérieurement, elle se promit de protéger leur amour à tout prix. Les semaines s'étirèrent en un supplice judiciaire, où chaque jour apportait son lot de révélations amères. Sofia, l'avocate, déterra des preuves accablantes, des virements suspects vers le détective, des emails codés entre les parents d'Elisa et le notaire. Ils ont planifié ça depuis la mort de votre grand-père? Elisa. Vous étiez l'obstacle. Elisa, écoutant ces mots dans le bureau enfumé de Sofia, près de la Puerta del Sol, sentit une rage nouvelle l'envahir. Pour la première fois, elle envisagea la contre-attaque, non seulement récupérer l'héritage, mais les dénoncer publiquement. Oriane, sentant le vent tourner, organisa une exposition improvisée à Barcelone. Retournons là-bas. Laisse l'art parler pour toi. Le train de retour fut un baume, les paysages de la Meseta cédant à la verdure catalane, leurs mains entrelacées comme un serment. À l'oreille, la maison les accueillit avec son parfum de jasmin et de sel. Elisa reprit ses pinceaux, transformant sa douleur en couleurs vives, un triptyque intitulé Résurrection, où des figures féminines émergeaient d'ombres familiales, enlacées dans une lumière méditerranéenne. L'exposition eut lieu dans une galerie cachée du Born, quartier bohème de Barcelone. Les invités artistes queer, activistes, quelques curieux affluèrent. Oriane, derrière son objectif, immortalisait chaque regard admiratif sur les toiles d'Elisa. Regarde-les. Ma amour. Il te voit. Vivante. Elisa, en robe rouge sang, traversait la foule, son cœur battant au rythme des vers qui s'entrechoquaient. Parmi les murmures d'approbation, un visage familier surgit, Carmen, une ancienne amante d'Elisa, venue de Valence pour le vernissage. Carmen, 32 ans, aux cheveux roux flamboyants et au sourire carnassier, avait été la première à briser le cœur d'Elisa. 5 ans plus tôt. Leur rupture, violente et jalouse,
avait poussé Elisa vers l'isolement. Elisa. Ma belle. S'étoile. Elle hurle ta douleur. Les mots étaient doux. Mais Oriane, observant de loin, sentit une pointe d'insécurité. Qui était cette femme qui connaissait les cicatrices d'Elisa mieux qu'elle? La soirée s'acheva dans une liesse alcoolisée. Mais le lendemain, le doute s'insinua. Elisa reçut un appel de Sofia, les parents contre-attaquaient, accusant Elisa de diffamation et demandant une injonction pour taire l'affaire. Pire. Ils avaient engagé un tabloïd madrilène pour salir son nom, articles insinuant qu'elle était une « héritière dévoyée », vivant dans le péché avec une étrangère française. Oriane lut les lignes venimeuses sur son téléphone. Les mains tremblantes. Ils veulent nous détruire? Elisa. Pas seulement toi. Nous. Elisa, prostrée sur le lit de la maison de Loret, pleura pour la première fois sans retenue. Je ne peux pas. Oriane. C'est trop. Peut-être qu'ils ont raison. Que je suis une erreur. Oriane. Le cœur brisé, s'agenouilla devant elle. Non. Tu es mon miracle. Souviens-toi de notre voyage à Cadaqués. Cet été. Nous avons marché sur la plage au lever du soleil. Et tu m'as dit que l'amour était comme la mer, infini. Impitoyable. Mais toujours renouvelé. Elles s'embrassèrent. Un baiser salé de larmes, qui ralluma la flamme. Mais le destin, cruel comme une tragédie grecque, frappa plus fort. Carmen réapparut, prétextant une interview pour un magazine queer de Valence. Lors d'un café sur la Rambla, elle confia à Elisa, « Tes parents m'ont contacté. Ils m'ont offert de l'argent pour témoigner contre toi. Dire que tu étais instable, droguée, que notre rupture t'avait rendue folle. J'ai refusé. Mais, Elisa, ils savent pour Oriane. Ils menacent de la déporter. Elle n'a pas tous ses papiers en ordre? N'est-ce pas? Elisa blêmit. Oriane, en tant que freelance française, avait un visa touristique prolongé illégalement pour rester en Espagne. Un détail qu'elles avaient négligé dans l'urgence de leur amour. Ils veulent nous séparer. Me priver de toi pour que je cède. Elle courut vers la maison, où Oriane développait des pellicules dans l'obscurité de la chambre noire improvisée. Oriane, ils savent pour ton visa. Nous devons partir? Maintenant. La panique s'installa. Elles firent leurs valises à la hâte, laissant derrière elles les toiles inachevées et les souvenirs gravés dans le sable. Direction la frontière française, via les routes sinueuses de la Costa Brava. La nuit tomba, lourde de nuages orageux. Oriane conduisait la vieille Citroën empruntée à un ami, ses jointures blanchies sur le volant. Où irons-nous? Toulouse? Paris? Elisa, la main sur son genou, murmura, n'importe où. Tant que c'est ensemble. Mais au péage de Figueres, le cauchemar se matérialisa. Une voiture noire, anonyme, les suivait depuis des kilomètres. Le détective? Sans doute. Oriane accéléra. Le cœur cognant. Ils nous traquent comme des criminels. Les sirènes hurlèrent soudain, une patrouille de la Guardia Civile, alertée par un appel anonyme. La voiture s'arrêta net sur l'accotement, sous la pluie battante. Les officiers, impassibles, demandèrent les papiers. Oriane, le visage fermé, présenta son passeport. Visa expiré? Madame.
Vous devez nous suivre. Elisa. Hystérique. Plaida, c'est une erreur. Mon amour. Ma famille essaie de me tuer. Mais les mots se perdirent dans le vent. Oriane fut emmenée, menottée pour formalité, vers un centre de rétention à Gérone. Elisa, seule dans la nuit, hurla vers les étoiles indifférentes. Les heures suivantes furent un brouillard de désespoir. Elisa appela Sofia, qui promit d'intervenir. Mais la bureaucratie espagnole était un mur de pierre. Assise sur un banc mouillé près du poste de police, elle repensa à leur première rencontre, Oriane, riant aux éclats devant une toile abstraite, ses yeux bleus pétillants comme la mer en été. Comment en était-elle arrivée là? La trahison parentale n'était plus seulement financière, elle était une arme contre leur amour. À l'aube, Elisa força l'entrée du centre. Elle n'y était pas autorisée, mais son insistance et les larmes attendrirent un gardien. Oriane, pâle et épuisée derrière une vitre, murmura à travers l'interphone, « Ne t'inquiète pas. Mon amour. C'est temporaire. Batte-toi pour l'héritage, et je t'attendrai. » Mais Elisa vit la peur dans ses yeux, celle de l'exil forcé, de l'oubli. De retour à Lorey, Elisa jura vengeance. Elle contacta un journaliste français, ami d'Oriane, et déversa tout, la déclaration de mort, la chasse à l'homme, la haine homophobe. L'article parut dans Libération le lendemain, titré en Espagne, « Une artiste ressuscitée contre l'homophobie familiale ». Le scandale éclata. Madrid bouillonna, les parents d'Elisa, acculés, tentèrent une retraite, un appel larmoyant, feignant le repentir. Reviens. Lija. C'était une erreur. Elisa raccrocha. Le cœur endurci. Mais le doute persistait, et si Oriane, loin d'elle, fléchissait? Carmen, opportunément, envoya un message, « Je suis là si tu as besoin. » Oriane n'est pas faite pour les batailles. La tentation de l'ancienne flamme, comme un poison sucré. Le scandale propagea comme une traînée de poudre à travers les réseaux queer européens. Des manifestations spontanées éclatèrent à Barcelone et Madrid, pancartes clamant « L'amour n'est pas mort » et « Justice pour Elisa ». Sofia, galvanisée, déposa une plainte pour fraude et atteinte à la dignité. Les parents d'Elisa, isolés socialement, virent leur monde s'effondrer, le banquier perdit des clients. La mère fut ostracisée par son cercle mondain. Pourtant, dans l'ombre, ils ourdirent un dernier coup bas. Oriane, retenue au centre de Gérone, lut l'article sur un vieux journal passé par un gardien compatissant. Un sourire fugace éclaira son visage fatigué. « Ma guerrière » murmura-t-elle. Mais la solitude rongeait, les nuits sans Elisa. Les souvenirs de leur corps entrelacés hantant ses rêves. Elle écrivit une lettre. Glissée via un avocat, « Mon Elisa. Chaque vague ici me rappelle Lorey. Batte-toi. Mais souviens-toi, notre amour est plus grand que leurs mensonges. Je t'aime. Infiniment. » Ah. Elisa, recevant la lettre dans la maison vide, pleura de joie et de rage. Elle reprit la route pour Gérone, armée de pétitions et de soutien médiatique. La libération d'Oriane fut un triomphe modeste, après 48 heures d'interrogatoire. Son visa fut régularisé sous pression internationale. Quand elles se retrouvèrent dans la cour du centre, sous un ciel plombé, elles s'étreignirent comme si le monde avait cessé d'exister. « Jamais plus sans toi » jura Oriane,
Ses lèvres contre celles d'Elisa. De retour à Barcelone, leur réunion fut une explosion de passion. Dans l'atelier d'Elisa, entourée de toiles fraîches, elles se redécouvrirent avec une urgence nouvelle. Les mains d'Oriane, calleuses d'avoir tenu l'appareil, traçaient des chemins de feu sur la peau d'Elisa. Tu es ma lumière, ma mère, halta Elisa, arquée sous ses caresses. Leur amour, testé par le feu, en sortit plus pur, plus profond, un lien tissé de vulnérabilité et de force. Mais la trahison n'était pas finie. Carmen, sentant le vent tourner, se rapprocha. Lors d'une soirée d'activistes au casino de la Rábida, elle coinça Elisa dans un coin sombre. Tu mérites mieux qu'une Française de passage. Souviens-toi de nous. De nos nuits à Valence. Oriane va te quitter quand l'orage passera. Les mots, empoisonnés de jalousie, semèrent le doute. Elisa, ivre de vin et de fatigue, repoussa Carmen, mais les graines germèrent. Le jour du jugement arriva enfin, dans la salle solennelle du tribunal madrilène. Elisa, flanquée d'Oriane et Sofia, affronta ses parents. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux perçants, lut l'épreuve avec gravité. Cette déclaration de décès est un abus flagrant. Les accusés sont condamnés à restituer l'héritage et à payer des dommages pour préjudice moral. Les parents, blêmes, ne dirent mot. La mère leva les yeux une seconde. Un éclat de regret? Mais Elisa n'y vit que du vide. La victoire fut douce amère. L'héritage revenut la maison. Les vignes ne comblaient pas les cicatrices. Elisa et Oriane rentrèrent à l'Auray, épuisées. Les falaises, autrefois témoins de leur idylle, semblaient maintenant gardiennes d'un deuil. Et maintenant, demanda Oriane. Un soir, face à la mer calme. Elisa, serrant sa main, répondit, nous reconstruisons. Ensemble. Pourtant, le doute de Carmen rongeait Elisa. Lors d'un voyage à Paris, invitée par le magazine d'Oriane, la tentation frappa. Seule dans un café du Marais pendant qu'Oriane travaillait, Elisa croisa une exposition de photos queer. Parmi elles, une de Carmen, un portrait d'elle-même, nue et vulnérable, datant de leur passé. Le message suivant fut inévitable, un appel, une confidence, un rendez-vous innocent. À l'hôtel, Elisa céda. Pas à l'amour, mais à la nostalgie, à la peur de perdre Oriane. Carmen, avide, la séduisit avec des mots doux et des touchés familiers. Elle ne te comprendra jamais comme moi. Le remords frappa Elisa comme un raz de marée. Elle s'enfuit au milieu de la nuit, larmes aux yeux, jurant le silence. Mais le secret, comme une ombre, grandit. Oriane, sentant le changement, les regards fuyants, les étreintes hésitantes, confronta Elisa lors d'un dîner romantique sur les quais de la Seine. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon amour? Parle-moi. Elisa, brisée, avoua tout dans un sanglot. La trahison, minime mais poignante, fissura leur lien. Oriane, blessée au plus profond, recula. Tu doutes de nous? Après tout ça? Les mots, durs comme la pierre, blessèrent plus que les mensonges parentaux. La rupture plana comme une épée de Damoclès. Oriane rentra à Toulouse seule,
prétextant un projet photo. Elisa, à l'oreille, erra comme un fantôme parmi ses toiles. Les vignes de Rioja, qu'elle visita pour la première fois, offraient un réconfort amer, des rangées infinies de cèpes tordus par le vent, symbole de résilience. Là, sous le soleil implacable, elle peignit sa douleur, un autoportrait où son visage se mêlait à celui d'Oriane, déchiré mais entrelacé. Des mois passèrent en un exil mutuel. Elisa, soutenue par la communauté artistique de Barcelone, exposa Résurrection 2, une série sur la trahison intime. Le succès fut retentissant, mais vide sans Oriane. Carmen tenta de revenir, mais Elisa la repoussa, tu n'étais qu'un écho. Elle est ma symphonie. Finalement, un paquet arriva de Toulouse, un album photo, relié main, rempli d'images de leur vie. La dernière, une selfie sur la terrasse de l'Auray, portait une note, le doute nous a testés, mais l'amour guérit. Reviens-moi, Elisa. Ou laisse-moi te retrouver. Ah. Elisa, le cœur gonflé, prit le train pour la France. La gare de Toulouse-Matabio bruissait d'un chaos joyeux, mais Elisa n'y prêtait guère attention. Son cœur battait la chamade, un mélange d'appréhension et d'espoir. Oriane l'attendait sur le quai, appareil en main, comme pour capturer ce moment de retrouvailles. Quand leurs regards se croisèrent, le temps suspendit son vol. Tu es venu, murmura Oriane, les yeux humides. Elisa, franchissant les derniers mètres, se jeta dans ses bras. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Le doute était une ombre, pas une fin. Elles marchèrent dans les rues pavées de la ville rose, main dans la main, comme deux âmes enfin réconciliées. Oriane avait loué un petit appartement près de la Garonne. Un nid douillet aux murs tapissés de photos, l'Auray, Barcelone, Madrid. Mais surtout elles deux, enlacées dans des instants volés. J'ai réfléchi. Elisa. À nous. À la trahison. Tes parents nous ont appris que l'amour n'est pas possession, mais choix quotidien. Et je te choisis. Encore et toujours. Elisa, émue, confia son propre cheminement. Les vignes de Rioja l'avaient guérie, là-bas. Elle avait rencontré des vignerons catalans exilés. Des femmes fortes qui lui avaient parlé de résilience queer sous Franco. J'ai compris que l'héritage n'est pas l'argent, mais les racines qu'on tisse soi-même. Avec toi. Elles firent l'amour cette nuit-là. Lentement. Tendrement. Redécouvrant chaque courbe comme un territoire sacré. Les corps parlaient ce que les mots peinaient à exprimer, pardon. Désir. Éternité. Le printemps suivant les vit voyager, un pèlerinage en Catalogne, où Elisa reprit possession des vignes. Sous le soleil de Rioja, elles plantèrent un nouveau CEP, symbole de leur renaissance. Oriane, son appareil capturant l'instant, rit, notre enfant de vigne. Il portera nos noms gravés dans l'écorce. Elisa, taquinant ses lèvres d'un baiser, répondit, Elisa et Oriane. Un vin corsé, comme notre amour. Mais la humanité de leur histoire ne s'arrêtait pas à la joie. Elisa, forte de sa victoire judiciaire, fonda une association à Barcelone, Âme Vivante, aidant les jeunes LGBTQ+ victimes de rejet familial. Oriane, de son côté, publia un livre photo, Ressusciter l'amour, mêlant images et témoignages, dont celui d'Elisa. Le succès fut modeste mais profond.
touchant des cœurs brisés en Espagne et en France. Un jour, une lettre arriva de Madrid. La mère d'Elisa, seul désormais le père, rongé par la honte, s'était isolé, implorait un pardon. J'ai péché par peur. Lija. Pas par haine. Laisse-moi te voir. Une dernière fois. Elisa, après consultation avec Oriane, accepta. La rencontre, dans un café anonyme de la Grand Via, fut un face-à-face poignant. La mère, vieillie, tendit une main tremblante. Je t'ai perdu 2 fois, par mon silence, puis par ma cupidité. Elisa, les larmes coulant, la serra contre elle. Tu m'as appris la force, maman. Mais pardonne-moi de ne pas t'avoir comprise plus tôt. Ce pardon, fragile mais réel, c'est là la boucle. Pas une réconciliation totale, les blessures saignaient encore, mais un pas vers l'humanité. Oriane, témoin discret, photographia ce moment en noir et blanc, 2 femmes, mère et fille, unies dans la vulnérabilité. Des années plus tard, sur la terrasse de l'Auray, désormais leur refuge estival, Elisa et Oriane regardaient le soleil se coucher. Elisa, enceinte par insémination, posa une main sur son ventre arrondi. Notre miracle, fruit de notre résurrection. Oriane, émerveillée, l'embrassa. Et nos vignes? Elisa rit. Un son clair comme la mer. Elles grandissent. Comme nous. Corsées. Indomptables. Le vent salé porta leur rire vers l'horizon, où la mer et le ciel se fondaient en une promesse infinie. Leur amour, forgé dans la trahison et la douleur, avait triomphé, non par miracle, mais par choix. Par tendresse, par cette humanité profonde qui unit les âmes au-delà des tempêtes. Et dans ce crépuscule catalan, Elisa sut, elle n'était plus morte. Elle vivait pleinement dans les bras de celle qui l'avait ressuscitée.